Voilà, bonjour à tous. Donc on va poursuivre cet exposé en rentrant dans les aspects pratiques. Donc le premier thème, ça sera préparer sa transmission et anticiper les aléas de la vie. On verra ensuite l'impôt l'IFI et le prélèvement libératoire forfaitaire. Et donc je vais commencer à laisser la parole à Frédéric Aumont qui va nous donner l'avis sur plutôt la position notariale sur la transmission. Parfait, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, le premier thème de ce matin a trait à la transmission et notamment anticiper les aléas de la vie. Vous savez que pour le chef d'entreprise, il y a deux aléas qui peuvent être très impactants dans la gestion et l'organisation de son entreprise. C'est l'incapacité et c'est le décès. Vous savez tous qu'on a des chefs d'entreprise comme clients, que ces chefs d'entreprise ont un fort intuitu personnel dans leur entreprise et que si demain il devait y avoir une incapacité ou un décès brutal de ce chef d'entreprise, ça serait bien souvent source de blocage au sein de la gestion de l'entreprise parce que ce chef d'entreprise concentre sur sa tête tous les pouvoirs, à la fois le pouvoir de direction, à la fois la casquette d'actionnaire majoritaire, et puis bien souvent, j'allais dire, très peu de délégations de signature au profit soit d'un directeur général, soit même de cadres dirigeants. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble quels sont les outils et quelles sont les préconisations et les conseils qu'on peut apporter à un client chef d'entreprise qui demain voudrait organiser une anticipation de ces aléas de la vie. Prenons une situation assez courante, assez simple, où je me retrouve avec un dirigeant qui détient 90% d'une société, qui peut être une société holding ou une société opérationnelle. Cette société opérationnelle holding détenant elle-même de façon majoritaire 2 filiales. Bien souvent, on se retrouvera avec un dirigeant qui sera à la fois dirigeant de la holding et dirigeant des filiales. Deux thématiques, comme on l'a dit, l'incapacité ou le décès. L'incapacité, quelles sont les questions que vous devez vous poser ou poser à votre client? Premièrement, est-ce que les actes accomplis en sa qualité d'actionnaire sont valables? Deuxièmement, est-ce que les actes accomplis en sa qualité de dirigeant sont également valables en cas d'incapacité? Et troisièmement, quelles sont les possibilités d'anticipation? En cas de décès, deuxième partie que nous verrons tout à l'heure, comment seront exercés les droits de vote? Et là, on va faire appel notamment à la question de la transmission. Quid de la disparition totale du dirigeant? Problématique également si j'ai des enfants mineurs. Comment anticiper et comment conseiller le chef d'entreprise sur ces différentes thématiques? Si vous le voulez bien, prenons la première hypothèse, l'incapacité du dirigeant. Plusieurs hypothèses d'incapacité, ça peut être une incapacité physique, une hospitalisation, un coma, une perte de connaissance, mais ça peut être également une incapacité mentale avec une maladie qui amène éventuellement à des troubles au niveau du cerveau. Quelles sont les anticipations? Le principe, c'est que normalement, les actes accomplis par un actionnaire sont en principe valables. Valables jusqu'à ce qu'il y ait véritablement une mesure de protection qui soit ouverte. Puisque l'incapacité, en soi, il faut la définir d'un point de vue juridique. On a beaucoup de juristes ici dans la salle. L'incapacité, vous savez qu'elle est définie par le Code civil. On est mis sous un régime de protection, et c'est à partir du moment où on est mis sous ce régime de protection qu'on est véritablement déclaré incapable. Tant qu'on n'est pas sous un régime de protection, on a une présomption de capacité à exercer les actes qu'on va faire. Alors bien entendu, il y a ce qu'on appelle la période suspecte, les actes qui peuvent être faits quelques semaines ou quelques mois avant une mise en protection, qui peuvent éventuellement être annulés si on considère qu'ils portent atteinte au préjudice de la personne qui les a faits. Par contre, une fois que l'incapacité est avérée, d'un point de vue médical, par une décision, se pose la question des règles de gestion de cette personne incapable. Alors, très simplement, on a plusieurs hypothèses. On a tout d'abord l'hypothèse du chef d'entreprise qui est marié. Et là, on a des règles pour l'hypothèse du chef d'entreprise qui est marié au travers des articles 217-219, où le conjoint, par défaut, peut se faire habiliter à passer un certain nombre d'actes. Question, est-ce que le conjoint est la personne la plus à même de gérer l'entreprise ou de prendre les décisions au sein de l'entreprise, ou d'exercer le droit de vote au sein de l'entreprise, ou de gérer le fonds de commerce si on est en entreprise individuelle, si demain, il y a une incapacité du dirigeant? Peut-être pas forcément. Donc vous allez peut-être être amené à conseiller à votre client de prendre d'autres dispositions que celles qui sont prévues par défaut dans le Code civil, considérant que le conjoint n'étant absolument pas impliqué dans l'entreprise, ce n'est pas la personne qui serait la mieux à même de prendre la direction de cette société si demain il y avait ce type d'hypothèse. Donc, si les règles du régime matrimonial ne sont pas applicables, vous allez vous retourner vers le juge pour envisager, par défaut, une tutelle ou une curatelle.
Je laisse de ce côté la sauvegarde de justice, qui, elle, est une mesure très temporaire et qui pose des problèmes, puisque les actes sont présumés valables, mais ils peuvent être annulés. Donc, toujours compliqué de contracter avec quelqu'un qui est sous sauvegarde de justice. Donc, je laisse de côté cet aspect-là. Simplement, l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, pour ceux qui ont été confrontés, c'est une procédure un peu longue. Et puis, c'est un peu lourd. Il y a le juge des tutelles qui intervient. Les actes que pourront faire le tuteur ou le curateur sont quand même limités. Même en termes d'exercice de droit de vote, il y a un certain nombre de décisions qui nécessiteront le recours au juge. Je ne parle pas de l'hypothèse d'un commerçant individuel où même si on nomme quelqu'un qui va gérer le fonds de commerce, il sera quand même assez limité dans la pouvoir de gestion. Donc il y a peut-être d'autres anticipations à organiser. Parmi ces anticipations, et j'attire votre attention parce qu'on a un nouvel outil assez récent, qui a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, mais qui est quand même récent dans le paysage juridique, c'est ce qu'on appelle l'habilitation familiale. L'habilitation familiale, c'est véritablement une alternative à l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle. Le principe de l'habilitation familiale, c'est que vous allez aller voir le juge en disant « écoutez, voilà, j'ai mon conjoint, mon père, ma mère, qui viennent d'avoir un accident de la vie, qui sont dans le coma, qui ont été opérés ou qui ont un problème de santé, qui n'ont plus la capacité à gérer l'entreprise, à prendre les décisions. Et on aimerait ouvrir une habilitation familiale en lieu et place d'une tutelle ou d'une curatelle. L'avantage de l'habilitation familiale, c'est à la fois que c'est une mesure judiciaire, donc avec un encadrement, mais qui est une mesure judiciaire beaucoup plus légère dans son fonctionnement qu'une tutelle ou une curatelle. Et notamment dans le cadre de l'habilitation familiale, le juge va pouvoir accorder à la personne qui sera habilitée des pouvoirs très étendus, des pouvoirs qui pourront aller jusqu'à la disposition du patrimoine si nécessaire. Alors la contrepartie, c'est que comme le juge va se dessaisir d'une partie de son pouvoir de contrôle par rapport à une tutelle ou une curatelle, il n'accordera une habilitation familiale que dans l'hypothèse où il y a une véritable entente familiale. Et ça fait partie des textes du Code civil, où on nous dit que dans le cadre de l'habilitation familiale, le juge va auditionner tous les proches de la personne à protéger. Son conjoint s'il en a un, ou son partenaire lié par un PACS, ses enfants, pourquoi pas les ascendants, les parents s'ils sont toujours en vie. Et le juge n'ouvrira une habilitation familiale que s'il y a un consensus familial. Ça, c'est un point important. Ça veut dire que si déjà vous n'êtes pas dans un environnement familial où il peut y avoir ce consensus, vous mettez de côté l'habilitation familiale. Elle ne vous sera pas accordée. Par contre, si vous avez véritablement un consensus familial, moi je vous conseille de partir vers une habilitation familiale qui sera beaucoup plus souple à gérer qu'une tutelle ou une curatelle. Alors, pour avoir fait une réunion avec les juges des tutelles lorsque cette disposition avait été mise en place, les juges des tutelles de Lyon, ils étaient très favorables à cette habilitation familiale et je sais qu'un certain nombre déjà d'habilitations familiales ont été prononcées à Lyon. Donc, c'est un système qui fonctionne et c'est un système qui fonctionne beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de souplesse qu'une tutelle ou une curatelle. Donc, si demain vous étiez confronté à un de vos clients chef d'entreprise qui a subitement un accident de la vie, pensez peut-être à l'habilitation familiale plutôt que de l'orienter tout de suite vers une tutelle ou une curatelle, qui est un système beaucoup plus lourd. Alors, je ne développerai pas plus parce que le temps est également compté ce matin. Vous retrouverez dans les slides, et je pense qu'on vous les transmettra tous, le détail véritablement de toutes ces mesures avec leur réglementation, les modalités d'ouverture et autres. Donc, je passerai assez rapidement sur ces différents points. Quand on est chef d'entreprise, et je voudrais attirer votre attention parce que très souvent il y a une confusion, quand on est chef d'entreprise, on a en règle générale 2 casquettes. On a la casquette de l'actionnaire majoritaire, et la casquette de l'actionnaire majoritaire, c'est l'exercice du droit de vote, mais c'est la possibilité de vendre les titres. Et ça, comme je viens de le dire, si demain je suis chef d'entreprise incapable, cet exercice de droit de vote ou la vente de cette entreprise, ça passera par une mesure judiciaire, comme je viens de l'évoquer, tutelle, curatelle ou habilitation familiale. Et puis votre chef d'entreprise, il a une deuxième casquette, c'est celle de dirigeant, président de SAS, gérant de SRL. Que se passe-t-il lorsque la casquette de dirigeant de l'entreprise est impactée par une mesure de protection? Est-ce qu'une mise sous tutelle ou une curatelle entraîne automatiquement la fin des fonctions de direction? Et est-ce que le tuteur ou le curateur a, en plus de la possibilité d'exercer le droit de vote, la casquette pour prendre en charge le mandat social? Là, les choses sont très claires aujourd'hui. La Cour de cassation avait dit, et c'est quand même assez surprenant, qu'il n'y a aucun texte, et ce qui était vrai à l'époque, il n'y avait aucun texte qui imposait d'avoir la capacité juridique pour avoir un mandat social.
C'est-à-dire, vous pouviez être président d'une société ou gérant d'une société en étant sous tutelle ou curatelle. C'est-à-dire que la mise sous protection juridique n'entraînait pas de facto la fin du mandat social. On a eu plusieurs décisions de la Cour de cassation que je vous ai citées. Et puis, la réforme du droit des obligations est arrivée et un article dans le Code civil a été introduit, l'article 1160, qui nous dit que les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction. Assez énigmatique comme disposition. Aujourd'hui, disposition peu commentée qui divise la doctrine et qui se demande si véritablement ça s'applique à un mandat social et comment doit-on l'interpréter. Parce qu'on nous dit une incapacité, mais une incapacité constatée médicalement, une incapacité qui a fait l'objet d'une décision de justice, c'est-à-dire par l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle. À partir de quand? Qu'est-ce que c'est que l'incapacité? Et puis on nous dit que ça entraîne une cessation des pouvoirs. Ça veut dire qu'il est considéré comme démissionnaire d'office. Or, si on considère que le dirigeant est démissionnaire d'office, il n'a plus de couverture sociale peut-être, parce qu'il n'est plus mandataire social. Enfin, ça présente un certain nombre de difficultés. Donc on voit véritablement que cette casquette du mandat social, aujourd'hui, elle doit être travaillée en amont pour peut-être éviter ces difficultés. Parce que vous pouvez vous retrouver demain avec un chef d'entreprise incapable, le juge a ouvert une mesure de tutelle, de curatelle ou, on l'a vu, une mesure d'habilitation familiale, et néanmoins, il continue à avoir un mandat social. C'est-à-dire que la personne qui va être tuteur-curateur va exercer le droit de vote, pourra peut-être vendre l'entreprise ou les titres si le juge l'a autorisé, mais il n'a pas la casquette du dirigeant. Et le tuteur ou le curateur ou la personne habilitée n'a pas la casquette de dirigeant, parce que la casquette de dirigeant, elle est personnelle. Ce qui signifie qu'il va falloir travailler les règles de gouvernance indépendamment des règles d'incapacité de gestion de son patrimoine. Sinon, vous êtes véritablement face à une situation de blocage. Alors, les anticipations possibles. Plusieurs anticipations. La première, c'est le mandat de protection future. La deuxième, c'est la désignation d'un dirigeant substitutif, comme on l'a vu. Et la troisième, c'est la possibilité de désigner un tuteur ou un curateur. Alors, vous retrouverez tout cela développé dans les slides. Le mandat de protection future, très clairement, ça permet à un chef d'entreprise de déléguer l'exercice du droit de vote et plus largement de déléguer la gestion de son patrimoine à une tierce personne. L'avantage du mandat de protection future, c'est qu'on peut aller très loin dans la délégation des pouvoirs que l'on va conférer. On peut aller jusqu'à la vente de l'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, vous détenez 90% ou 100% des actions de votre société, et vous vous dites, si demain je suis incapable, je veux à la fois que le droit de vote que j'ai en qualité d'actionnaire majoritaire, mais également la possibilité peut-être de vente de mes titres, soit conféré à telle personne. Ça, vous pouvez le faire dans le cadre d'un mandat de protection future. Le mandat de protection future, vous déterminerez de façon véritablement fine l'étendue des pouvoirs que vous allez conférer à la tierce personne. Donc c'est un très bel outil pour le chef d'entreprise. Il présente néanmoins une limite, ce mandat de protection future. C'est que c'est une mesure véritablement, on va dire, privée. Le mandat de protection future, certes, il est mis en œuvre après que le juge des tutelles l'ait visé, mais ça n'est pas une mesure de protection judiciaire. Ce qui signifie que la personne qui a donné mandat, et même si le mandat est activé, n'est pas considérée comme incapable au sens juridique du terme, parce que la personne n'est pas sous un régime de protection. Ce qui signifie qu'on peut se retrouver avec une personne pour laquelle le mandat est activé, mais qui continue à faire des actes. Et il n'y a aucune publicité de ce mandat. C'est-à-dire, vous demandez un acte de naissance, il n'y a pas de publicité du mandat. On attend toujours un décret d'application depuis 1 an et demi. Là, c'est pareil. On attend le décret d'application où, normalement, la publicité du mandat sera organisée de façon à ce qu'on sache si un mandat est activé pour telle personne. Le décret d'application, ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, c'est la limite du mandat. C'est que, 1, il n'y a pas de publicité, et 2, la personne n'est pas dessaisie de ses pouvoirs. Alors que quand je suis sous un régime de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale, et qu'on a prononcé cette mesure à l'égard du majeur, il est dessaisi de ses pouvoirs, il ne peut plus agir. Alors que dans le cadre du mandat de protection future, il peut continuer à agir. Donc c'est vrai que ça peut être une limite du mandat de protection future, mais pour le chef d'entreprise, c'est quand même un très bel outil, parce que ça va lui permettre véritablement de conférer des pouvoirs sur mesure qu'il ne pourrait pas faire ni au travers d'une tutelle, ni au travers d'une curatelle, ni même au travers d'une habilitation familiale,
des pouvoirs sur mesure à une tierce personne, véritablement, et il pourra, au profit de cette tierce personne, lui donner même le pouvoir de vendre son entreprise. Alors c'est un mandat qui est également très simple, parce qu'il peut donner le pouvoir, ce chef d'entreprise, à une personne, mais il peut aussi donner le pouvoir à un collège de personnes. C'est vrai que ça peut être quand même, j'allais dire, un petit peu engageant pour la personne de se dire, demain, c'est moi qui vais décider si je vends ou pas l'entreprise, ou c'est moi qui vais prendre la décision dans la holding de vendre une filiale ou d'acheter une filiale, alors que je vais peut-être engager quelques millions d'euros sur le patrimoine de mon mandant. Donc nous, ce qu'on conseille très souvent quand on travaille sur ces thématiques, et quand on en parle avec le chef d'entreprise, c'est vers ça qu'on va, c'est de prévoir un collège de mandataires. Et là, en effet, quand on a un collège de mandataires, ça peut être un collège de 3 mandataires, 5 mandataires, enfin, c'est vous qui définissez le nombre, et vous prévoyez une majorité en disant, il y a un collège de 5 mandataires qui peuvent être composés à la fois de proches du chef d'entreprise, peut-être de cadres dirigeants sur lesquels il s'appuie, peut-être d'une partie de sa famille. Et là, en effet, c'est ce collège de 3, 4, 5 personnes qui déterminera à une majorité que vous aurez définie si il décide de vendre l'entreprise, s'il décide de racheter une filiale, etc. On va dire que les décisions les plus impactantes, peut-être ne pas les faire peser uniquement sur les épaules d'un seul mandataire, ça peut être un petit peu lourd. Le deuxième sujet sur lequel il faut travailler en cas d'incapacité, c'est le dirigeant substitutif. Je viens de vous dire que si demain vous avez un dirigeant qui est sous un régime de protection, vous allez vous retrouver face à une situation de blocage, parce que le tuteur, le curateur, ou même le mandataire dans le cadre du mandat de protection future, n'a pas la casquette du mandat social. Donc ça veut dire que vous avez une personne qui peut gérer l'éthique, qui peut vendre l'entreprise, mais vous n'avez plus de dirigeant capable, parce que votre dirigeant est incapable, mais sauf qu'on ne sait pas véritablement s'il est toujours existant, plus existant, etc. Donc là, véritablement, en règle générale, en fonction de la forme statutaire, mais on peut le faire dans la plupart des sociétés, on ne peut que vous encourager à travailler les règles de gouvernance pour peut-être nommer un dirigeant substitutif, ou toujours pareil, peut-être prévoir le principe de la nomination de ce dirigeant substitutif dans les statuts, de façon à ce que si demain il y a une incapacité, eh bien on puisse d'ores et déjà avoir un cadre juridique avec soit un comité qui va nommer ce dirigeant substitutif, soit d'ores et déjà le nom d'une personne qui serait à même de prendre la suite. Et puis dernière thématique, c'est la désignation d'un tuteur ou d'un curateur. Je rappelle qu'aujourd'hui, et là encore ça fait déjà depuis une dizaine d'années, depuis la loi de mars 2007 qui a réformé le droit des incapables, vous avez la possibilité, les uns et les autres, de nommer un tuteur ou un curateur, qui bien entendu prendra ses fonctions si le juge ouvre une telle mesure. Et là, c'est quelque chose qui est peu connu. En règle générale, on dit que la tutelle ou la curatelle, c'est une mesure judiciaire et c'est le juge qui décide de qui il va nommer comme tuteur ou curateur, sauf si vous avez émis votre volonté. Article 448 du Code civil, qui prévoit que vous avez la possibilité de nommer un tuteur ou un curateur, ou même de nommer plusieurs tuteurs ou curateurs. On le fait de la même façon sur le mandat de protection future. On nomme très souvent un mandataire ou un tuteur pour l'entreprise, qui connaît le monde de l'entreprise, et puis à côté, on nomme un tuteur ou un curateur ou un mandataire pour le patrimoine privé, qui est très souvent un proche de la famille, qui peut être un conjoint ou un enfant. Vous pouvez aussi nommer un collège de tuteurs ou de curateurs qui prendront les décisions à des majorités que vous avez définies. Et si vous l'avez nommé, le juge est tenu par cette nomination. Et toujours pareil, si le juge ne suit pas la nomination, il doit motiver les raisons pour lesquelles il a écarté là ou les personnes que vous avez entendu nommer. Voilà pour ces questions d'incapacité. Vous retrouverez tout ça en détail dans les slides, tout ce que je viens de vous expliquer. Je vais passer la parole rapidement à mon voisin parce que quand on est sous un régime de protection, il peut y avoir des problématiques de représentation dans la société. Bertrand a travaillé cette question, il va vous en dire 2 mots, de telle façon à ce que demain, si vous avez nommé un mandataire ou s'il y a quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, il puisse bien véritablement assister aux assemblées générales. Parce qu'il ne s'est pas tout d'avoir prévu un mandataire, un tuteur ou un curateur ou un mandataire dans le cadre du mandat de protection future. Le problème, c'est que si on ne peut pas exercer le droit de vote parce qu'il y a des contraintes statutaires, parce que vous avez prévu, tombe à l'eau. Alors c'est là qu'on voit aussi que c'est un très beau sujet, très transversal pour cette matinée interprofessionnelle, parce que vous voyez que ça fait appel à des notions notariales, ça fait appel à des notions de droit des sociétés, ça fait appel à des notions comptables. C'est véritablement un sujet très transversal qu'on doit travailler ensemble. Parce que véritablement, quand on travaille cette thématique, j'allais dire, toutes les thématiques sous-jacentes sont impactées par cette disposition. Bertrand, tu nous dis 2 mots sur la représentation ?
Oui, merci, parce que c'est vrai que là, en fait, on parle d'anticipation. Il s'agit donc pour le chef d'entreprise de désigner une tierce personne, dans le cadre notamment du mandat de protection future, qui serait à même, sans aucun doute, s'il le juge, de défendre ses intérêts peut-être mieux que ce qui pourrait être fait dans le cadre notamment de l'habilitation familiale. Parce que c'est vrai que la famille, même si elle est aux côtés du chef d'entreprise, l'épouse, les enfants ne sont peut-être pas les plus à même de défendre les intérêts du dirigeant dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives, premièrement d'associé ou d'actionnaire et deuxièmement de dirigeant. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de parler d'anticipation et de faire en sorte que la désignation du tiers à travers le mandat de protection future puisse prendre tous ses effets. Et si le tiers est désigné à travers un acte de mandat de protection future, encore faut-il qu'il puisse être activé dans le cadre du droit des sociétés, et cette chose ne sera possible que si les statuts prévoient expressément la représentation possible, et c'est l'objet de mon témoignage ce matin, parce que dans le cadre justement de nos trois professions, très régulièrement on rédige des statuts et on a tendance un petit peu à rester sur nos acquis, et c'est vrai que jamais, en tout cas moi, y compris à titre personnel, jusqu'à présent je ne le pratiquais pas, on faisait attention ou on conseillait les clients sur la notion de cette représentation. On trouve facilement une représentation qui se limite au conjoint ou à un associé, mais rien n'est fait la plupart du temps quand il s'agit de désigner un tiers dans le cadre d'un mandat de protection future. Et le droit des sociétés est strict, c'est-à-dire que si le tiers mandataire n'est pas désigné dans les statuts, eh bien cette mesure de mandat de protection future en fait ne pourra pas produire ses effets. Donc là aussi en fait, donc dans les slides vous allez retrouver entité par entité ce qui est possible de faire. C'est lequel ? Voilà, c'est ça. Donc du coup, le cas le plus classique, typiquement, on peut s'appuyer par exemple sur l'exemple de la SARL ou des SAS. Donc la représentation est possible par le conjoint à l'associé, sauf si, bien entendu, la société ne comprend que deux époux, et de la même façon pour un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux associés. Mais le mandataire de protection future peut être un tiers dans la SARL, oui, mais ce qui est important, c'est à condition que les statuts le prévoient. Voilà. Et on va retrouver la même chose dans les SAS, où on a une rédaction très libre. Et l'intérêt donc de cette université, c'est que justement en annexe, on vous donne un exemple de clause à insérer dans les statuts, chose qui est vraiment très simple. Et voilà, un exemple de clause pour être inséré dans les statuts. Donc les associés ne peuvent se faire représenter lors des décisions collectives des associés prises par quelque moyen que ce soit, que par un autre associé ou par un mandataire, même non associé, nommé au terme d'un mandat de protection future ou d'un mandat à effet posthume, justifiant de son pouvoir exclusivement. Voilà. Là, à travers tout ce qui vient d'être dit, on sent bien la portée de cette clause qui, à défaut d'être présente, encore une fois, voilà, on pourra difficilement mettre en place ce qui a été prévu par le dirigeant, et donc ça mange pas de pain de le faire, et donc là on a un vrai rôle à jouer auprès des clients pour leur expliquer déjà ce qu'est un mandat de protection future, les effets, et puis du coup l'intérêt d'insérer cette clause. On est en recherche sans arrêt de valeur ajoutée sur ces missions d'accompagnement à la création d'entreprises, parce qu'aujourd'hui sur Internet on trouve tout. Je peux vous garantir que ça on ne le trouve pas, et si justement on accompagne le client, il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Voilà. Je te repasse la parole. Merci Bertrand. En effet, il faut bien faire la distinction. Lorsque je suis sous un régime de tutelle ou de curatelle, c'est un régime de représentation légale. Donc là, par définition, le tuteur ou le curateur, il n'a pas besoin d'être agréé. Alors que le mandat de protection future, je rappelle, c'est un système de représentation conventionnelle. Même s'il y a un coup de tampon du juge pour la mise en vigueur du mandat, c'est un système conventionnel. Donc, par définition, doit respecter le pacte statutaire. Alors, ce point peut faire débat. Certains auteurs considèrent qu'un mandataire, dans le cadre d'un mandat de protection future, serait dispensé
des éventuelles clauses restrictives de représentation, mais c'est aujourd'hui pas partagé par la doctrine majoritaire. Dans quelle mesure un professionnel de notre profession peut être désigné en tant que mandataire? Alors, très simplement, un mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future peut être toute personne physique ou, si c'est une personne morale, ça doit être obligatoirement un mandataire judiciaire à la protection des personnes majeures. Donc, c'est-à-dire une profession aujourd'hui réglementée avec une liste auprès de la préfecture. Donc, aujourd'hui, n'importe lequel de nous, à titre de personne physique, pourrait être mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future. Par contre, il ne peut plus du coup agir en tant que professionnel comme conseil sur l'entreprise ou sur le chef d'entreprise. Donc voilà, il y a une incompatibilité par définition. Avec la précision de nos incompatibilités, parce que quand on est avocat, on ne peut pas se mettre en marge de notre activité d'avocat et devenir administrateur d'une société. Donc nous, on ne peut pas être dans le cadre du mandat de protection future, puisque ça nous met en porte-à-faux avec les incompatibilités de notre profession. Que nous n'avons pas, en effet. Et par contre, les experts comptables, je ne sais pas, il y a des restrictions par rapport à des mandats de protection future au regard de l'entreprise. Qui sont celles que tu as exprimées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être expert comptable d'une société et être en même temps désigné comme mandataire. On doit démissionner en fait de notre rôle d'expert comptable si on devient mandataire. Et nous, bien entendu, on ne peut plus recevoir des actes pour le compte du mandant dont on est le mandataire par définition. Vous retrouverez tout ça en effet dans les slides. Alors, dirigeant substitutif, on en a parlé, c'est un point important. Véritablement, le dirigeant substitutif va permettre d'éviter, comme on l'a dit, une situation de blocage si demain vous avez une incapacité de votre dirigeant, puisqu'on est véritablement dans une situation où, malgré l'incapacité constatée avec une mise sous tutelle, curatelle ou mandat de protection future, la fonction de direction est, elle, indépendante. Et donc, vous pourriez avoir un mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future qui peut exercer le droit de vote, mais le mandat social ne sera jamais exercé par le mandataire. Donc, il faut véritablement travailler dans les statuts, les règles de gouvernance, de façon à anticiper la nomination d'un nouveau dirigeant en cas d'incapacité. Et là encore, ça, sur Internet, personne ne le trouvera, ce n'est pas traité. Donc c'est là véritablement notre valeur ajoutée. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut peut-être faire des statuts sur Internet, mais ça répond à quelle demande? Nous, aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on est conscient qu'il y a un conseil à apporter au client, qu'on a de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle passe par ces préconisations-là, par ces analyses-là qu'on fera avec le client. Donc vous retrouverez ces aspects. Passons maintenant aux hypothèses de décès du chef d'entreprise. Très différentes, puisque je rappelle qu'en cas d'incapacité, le dirigeant reste propriétaire de son patrimoine et que globalement, en cas d'incapacité, il faut qu'il organise un mandataire qui va gérer son patrimoine. En cas de décès, on a une autre thématique, qui est la thématique de la transmission. C'est que le patrimoine du dirigeant, les titres de sa société, vont se retrouver entre des mains différentes. Un conjoint, un partenaire lié par un PACS, des enfants, mineurs, majeurs, donc de nouveaux actionnaires. Plusieurs questions se posent. Premièrement, est-ce que les actionnaires deviennent automatiquement actionnaires? Les héritiers deviennent automatiquement actionnaires? Est-ce que j'ai des clauses d'agrément? Quel est l'impact de ces clauses d'agrément peut-être sur les prises de décision? Et puis, si j'ai un conjoint et des enfants, vous savez tous qu'il y aura probablement un démembrement des parts sociales et que je vais me retrouver avec au capital un conjoint qui aura un vote pour l'usufruit, des enfants qui pourront voter pour la nue propriété. Comment se répartissent les droits politiques entre le vote de l'usufruitier et du nu propriétaire? Là encore, il faudra organiser les choses parce qu'on a une très grande marge de liberté. Donc toutes ces questions peuvent aussi déstabiliser l'entreprise. Donc là encore, on verra qu'il y a des outils qui vont permettre peut-être d'organiser par avance l'exercice du droit de vote pour le compte des héritiers. Et puis, dernière thématique, là, on est certain que le décès entraîne la disparition du dirigeant. Donc, ça veut dire que la société, par définition, il n'y a plus de dirigeant. Tout simplement, j'ai une SARL, je n'ai pas de commissaire aux comptes, prenons cette hypothèse. Ils ont disparu, excusez-moi. Pas encore. Non, mais voilà. Qui convoque l'Assemblée générale dans une SARL? Le commissaire aux comptes pouvait convoquer. Le problème, c'est que si on ne l'a plus, il n'y a plus de convocation possible. Donc, il va falloir que j'aille chercher un administrateur judiciaire, que j'aille au tribunal de commerce pour nommer un administrateur judiciaire qui va aller convoquer une assemblée générale. Il y a peut-être plus simple. Prévoyez dans vos statuts la possibilité, d'ores et déjà, de nommer un dirigeant successif et de prévoir que ce dirigeant successif prendra ses fonctions en cas de décès du dirigeant actuel. Et là, vous n'avez plus de vacances de direction, vous avez résolu votre difficulté.
Donc ça encore, sur Internet, ça ne se trouve pas. C'est du conseil. Bon, les anticipations, on vient de les voir, hein, dirigeants successifs, tout à fait possible. Hein. Alors on peut aussi dans les SAS faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Vous savez que dans les SAS ou même les sociétés civiles, hein, on a une très grande marge de liberté. On pourrait tout à fait envisager dans une SAS d'envisager de nommer ce qu'on appelle un comité ad hoc, qui lui-même, ce comité ad hoc, aura la capacité à nommer le nouveau dirigeant. Tout à fait envisageable. Alors, si j'ai des mineurs, un certain nombre de dispositions peuvent être prises. J'ai des enfants mineurs. Demain, ils vont hériter potentiellement du capital de mon entreprise si je viens décéder. Qui va exercer le droit de vote ? Par défaut, c'est le parent survivant, s'il existe. Est-ce que le parent survivant est la personne qui est la mieux placée pour exercer le droit de vote ? Si c'est oui, vous laissez les choses se faire, entre guillemets, le parent exercera le droit de vote sous contrôle du juge, puisqu'il y a un certain nombre de décisions qu'il pourra prendre seul, mais il y a des décisions qui nécessiteront un recours au juge. Si votre chef d'entreprise vous dit « non, mais le parent survivant ne connaît pas mon entreprise, il ne faut pas que ça soit lui, il faut que ça soit une autre personne, mon père, ma mère, parce qu'ils étaient déjà dans l'entreprise avant, ou mon frère, parce qu'il connaît bien l'entreprise », là, vous allez pouvoir organiser l'exercice du droit de vote pour le compte de vos enfants mineurs de façon à le déléguer à une autre personne. 2 outils principalement. La disposition testamentaire, par laquelle vous allez nommer un tuteur ou un tiers administrateur qui va exercer le droit de vote le temps de la minorité. Et puis on a un deuxième outil, c'est le mandat à effet posthume. Le mandat à effet posthume, vous allez pouvoir là encore retirer entre guillemets le droit de vote à vos héritiers pour le conférer à une tierce personne. L'avantage du mandat à effet posthume par rapport aux dispositions testamentaires, c'est qu'il pourra s'appliquer quand bien même vos héritiers seraient majeurs, alors que la disposition testamentaire cesse aux 18 ans. Si par un testament, vous avez nommé un tuteur ou un tiers administrateur pour exercer le droit de vote pour le compte de vos enfants mineurs, à 18 ans, la mission de ce tuteur ou de ce curateur cesse. Et vous vous dites, 18 ans, c'est peut-être un peu jeune pour prendre des décisions sur une boîte qui vaut quelques millions d'euros. Donc, dans ce cas-là, vous allez plutôt recourir au mandat à effet posthume. Et dans le cadre du mandat à effet posthume, vous pourrez en effet le mettre en vigueur quand bien même l'enfant, l'héritier, serait majeur. Notamment sur une entreprise, c'est autorisé. Alors par contre, le mandat à effet posthume a une limite, c'est que c'est uniquement un mandat qui permet d'exercer des actes de gestion et d'administration, c'est-à-dire le droit de vote courant. Alors que dans le cadre de la nomination d'un tiers administrateur par disposition testamentaire, on peut conférer au tiers administrateur le pouvoir de vendre le patrimoine du mineur. Donc on peut aller plus loin. Donc vous voyez, tout ça, ces outils, vous allez les adapter en fonction du contexte dans lequel vous allez vous trouver et en fonction de ce que va vouloir le chef d'entreprise. Donc c'est ça le conseil, c'est que ça va véritablement, on a des outils, et ces outils, vous allez véritablement les utiliser en fonction de l'environnement, du contexte et en fonction de ce que souhaite le chef d'entreprise. Donc on l'a vu sur l'exercice du droit de vote, je passe. Et puis le mandat à effet posthume, je viens de vous en parler, c'est un mandat qui maintenant a quand même plus de 10 ans d'ancienneté, puisqu'il avait été introduit par la loi qui avait réformé les successions et les libéralités de 2006. Le mandat à effet posthume, lui, est un véritable mandat de gestion, principalement en effet lorsqu'il y a un patrimoine complexe, plutôt un patrimoine sociétaire, mais c'est un mandat de pure gestion. L'avantage, il peut en effet s'exercer au profit d'héritiers mineurs, mais majeurs, et c'est véritablement ça, à mon avis, le point positif. Vous retrouverez le détail sur ce mandat. Je vais passer la parole au deuxième Bertrand de Belleval, qui va lui nous parler des mesures judiciaires auxquelles on peut avoir recours lorsqu'on est dans cette situation d'un décès, d'une disparition, d'une incapacité du dirigeant. Bertrand. Voilà, merci Frédéric. Alors, on vous a beaucoup parlé d'anticipation, mais parfois justement l'anticipation, elle n'a pas été mise en œuvre pour des raisons diverses. Un décès, il peut se prévoir s'il y a une maladie. S'il est subi, c'est beaucoup plus difficile. Également, vous savez que les chefs d'entreprise, quand on commence à parler de leur succession, c'est parfois difficile. C'est un sujet qui peut être tabou pour eux parce qu'ils ne veulent pas lâcher les rênes de l'entreprise ou parce que ça peut créer des difficultés dans le cadre de la succession qui est la leur. Alors, dans la mesure où il y a des difficultés, le maître mot, c'est souvent l'urgence. Dans la mesure où on n'a pas prévu des dispositifs antérieurs
pour régler les difficultés, eh bien l'hypothèse, ça va souvent être le juge. Dans le cadre de la saisine du juge, il y a deux approches qui peuvent être complémentaires. La première, c'est que la difficulté de gouvernance, elle peut, et même elle est souvent, cumulée avec d'autres des difficultés, et notamment des difficultés financières. Dans ce cas-là, l'un des moyens qui est aujourd'hui très usité, c'est la disposition qui est prévue dans le Code de commerce, mais qui est aussi valable pour les sociétés civiles avec le pendant tribunal de grande instance, c'est la voie traditionnelle de faire désigner un mandataire ad hoc ou une version un peu plus élaborée, un conciliateur dans la mesure où la société n'est pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. C'est une simple requête qui est faite par le chef d'entreprise, donc ça implique que son incapacité ne soit pas totale, et par exemple, s'il y a un décès, naturellement, on ne pourra pas utiliser cette voie. Le rôle du mandat ad hoc ou de la conciliation, ce n'est pas de se substituer aux organes de gouvernance de l'entreprise. C'est de concentrer la mission sur la résolution du problème qui est au cœur de la problématique de paralysie ou des difficultés de fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est mieux adapté aux hypothèses de difficultés liées à des questions financières plus qu'à une problématique purement juridique ou de gouvernance de l'entreprise. C'est pour ça, et je passe très rapidement, que la voie majeure en matière de résolution des problèmes de gouvernance, c'est plutôt l'hypothèse de la désignation d'un administrateur provisoire, lequel administrateur provisoire aura vocation à se substituer aux organes de gouvernance de l'entreprise, notamment pour pouvoir les reconstituer. Et l'une des missions clés de l'administrateur provisoire, c'est souvent de faire un diagnostic de la situation de l'entreprise, alors pas un diagnostic avec un audit financier, etc., mais plutôt pour mettre à jour, quand ça n'a pas été le cas, par exemple, les actes de gestion avec les comptes qui doivent être arrêtés à un instant T, de faire convoquer une assemblée générale pour pouvoir reconstituer les organes de gestion. Alors concrètement, comment ça se passe ? Soit les actionnaires ou les associés de l'entreprise sont d'accord, et dans ce cas-là, il peut y avoir une requête commune qui est présentée au juge, lequel va désigner un administrateur provisoire dont le nom aura pu être suggéré au même juge, soit on n'est pas dans une hypothèse consensuelle, et on est au contraire dans une hypothèse conflictuelle, et auquel cas, c'est la procédure classique d'urgence, notamment les référés, les articles 808, 809 et 872, 873 pour le tribunal de commerce, qui prévoit la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés. Et le juge va déterminer qui pourra être administrateur provisoire avec quelle mission. Je vais aller rapidement, mais deux petites observations quand même. On vous a dit tout à l'heure qu'on peut organiser dans le cadre des statuts la nouvelle gouvernance en cas de difficulté. La jurisprudence s'est prononcée sur le point de savoir s'il y a une primauté des statuts par rapport à la décision du juge. Et là, c'est clair, le juge a la primauté sur les statuts. Donc, quand il y a une difficulté au sein du fonctionnement de l'entreprise et que les statuts ont pu prévoir que c'était un tel ou un tel qui allait être désigné en cas de difficulté. Dans l'hypothèse où il y a une contestation, qu'il y a une saisine du juge, les statuts peuvent être paralysés par la décision du juge. Alors pourquoi cette décision alors que le contractuel devrait finalement l'emporter sur le judiciaire ? C'est parce qu'on considère que les garanties du juge sont parfois plus importantes que des statuts qui ont pu être faits à un moment donné. Deuxième point, c'est quelle va être la mission qu'on va confier à l'administrateur provisoire. Normalement, c'est provisoire. C'est comme toutes les mesures d'incapacité, c'est rare qu'on aille jusqu'aux actes de disposition. Eh bien, dans certains cas, il a été considéré que l'administrateur provisoire pouvait aller jusqu'à prendre des mesures de disposition dans un but de conservation de l'entreprise.
Donc, finalement, toutes les palettes sont possibles. Il faut simplement bien mentionner quel va être l'objet qu'on nous demande, et surtout ce qui est au cœur de la saisine du juge et ce qui va être au cœur de la capacité du juge à répondre à la problématique posée, c'est que la démonstration de la paralysie de la société qui va mettre en péril le fonctionnement normal de la société. Ce sont des mesures qui sont des mesures exorbitantes du droit commun. Enlever quelqu'un de sa capacité de gouverner de l'entreprise, c'est le mettre sur la touche de son propre patrimoine. Donc, ce n'est que dans des cas extrêmes que le juge va ordonner la désignation d'un administrateur provisoire. La simple mésentente entre associés ne suffit pas toujours à provoquer la désignation d'un administrateur provisoire. Il faut qu'il y ait derrière le paralysie du fonctionnement de la société. Je termine, puisque on a déjà largement abordé le temps. Il y a encore une autre possibilité procédurale. Lorsque vous avez des sociétés qui sont composées d'époux et que ces époux sont en procédure de divorce, la jurisprudence s'est également prononcée sur la possibilité pour le juge aux affaires familiales de désigner un administrateur provisoire. Donc c'est une mesure très spécifique, mais quand vous avez par exemple deux époux qui exploitent, je ne sais pas, un salon de coiffure, ils sont à 50-50, et que naturellement ils divorcent et il y en a un qui faisait le côté femme et l'autre qui faisait le côté homme, qu'il faille répartir la chose, c'est très compliqué. Eh bien, le juge d'affaires familiales peut prendre une mesure avec la désignation d'un administrateur provisoire pour faciliter la gouvernance de la société. L'intérêt de toutes ces procédures, c'est d'essayer d'aller rapidement. L'avantage de la procédure mandat ad hoc conciliation par rapport à l'administration provisoire, c'est la discrétion. Et en matière d'entreprise, la discrétion, c'est quelque chose qui est relativement important. Dès lors que vous avez un administrateur provisoire, vous avez quelqu'un qui va représenter l'entreprise aux yeux des tiers, donc vous avez des publicités. Donc dans la mesure où vous pouvez vous éviter ce genre de publicité, eh bien, passez plutôt par l'hypothèse mandat ou conciliation. Et puis, le mot de la fin, ça sera que ce qui est encore le mieux, c'est la prévention. Et donc, c'est de prévoir les choses en amont. Merci. Eh bien voilà, on arrive au terme de cette intervention. Bertrand vient de faire le mot conclusif. Comme vous voyez, il n'y a pas d'outil magique, on vient de le voir ensemble. On vous a exposé une palette d'outils juridiques à votre disposition, mais ces outils doivent être adaptés à chaque situation, doivent répondre à l'analyse que vous avez faite de la situation. Maintenant, eh bien, mes chers confrères, mes chères consoeurs, mesdames, messieurs, la balle est dans votre camp. On vous souhaite une bonne journée et je pense que vous avez de la matière maintenant à travailler et à accompagner vos clients. Merci.